Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. La liberté religieuse est de plus en plus menacée dans le monde, c'est ce que révèle le rapport publié ce matin par l'Aide à l'Église en détresse. L'Église belge a publié hier son premier rapport annuel, un document qui présente en chiffres un portrait de l'action de l'Église en Belgique. Et puis un reportage avec un groupe œcuménique lillois. Ses membres se sont rendus hier à Bruxelles pour mieux comprendre le rôle des églises auprès des institutions européennes. Le congrès annuel des maires de France s'est achevé aujourd'hui à Paris. Beaucoup ont fait état de leur sentiment d'abandon de la part du gouvernement. Le président Emmanuel Macron leur a répondu hier soir. La République a-t-elle oublié ses maires? On en parle avec Frédéric Casatsu de Réforme et Antoine Pasquier de Famille Chrétienne. On débute le journal à Orléans avec les jugements du père de Castelet et de Monseigneur André Faure. Ils ont été rendus aujourd'hui. 3 années de prison, dont de ferme pour le père de Castelet. Il a été jugé pour agression sexuelle sur une dizaine de mineurs à l'occasion d'un camp de jeunes en 1993. Monseigneur André Faure, ancien évêque d'Orléans, était poursuivi pour non-dénonciation de ces faits. La justice l'a condamné à 8 mois de prison avec sursis. Parmi les victimes du père de Castelet, Olivier Salvignac, il avait participé à l'assemblée plénière des évêques à Lourdes. Il était cet après-midi au tribunal correctionnel d'Orléans. On écoute sa réaction après l'annonce des jugements. Donc maintenant, ce que je voudrais dire aussi, c'est il faut continuer le combat à travers la prévention, parce que c'est pas tout de juger, c'est pas tout de condamner. Simplement, il faut que ça serve. Et je crois que pour que la parole se libère, il faut aussi que tous les gens sachent que dès que vous savez quelque chose à propos d'une infraction sexuelle, d'un crime ou d'une agression, vous êtes dans l'obligation de la dénoncer. Aujourd'hui, sur un enfant, plus que jamais. Et pour moi, je crois que c'est un véritable message qui est passé aujourd'hui, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, toutes ces affaires et toute cette loi du silence qu'on doit briser, parce que c'était le procès du silence, mais aujourd'hui, c'est la libération de la parole. Et ça, j'en suis très content. On écoute maintenant l'avocat de Monseigneur André Faure. Il a reconnu qu'il s'était trompé et qu'il n'avait pas pris la mesure de l'obligation qui était la sienne de dénoncer. Et il espère, en tout état de cause, que la justice étant passée, les parties civiles puissent trouver l'apaisement qu'il leur souhaite. Monseigneur Blacard, évêque d'Orléans, a adressé un message aux journalistes. Pour lui, ces condamnations sont importantes pour les victimes, pour qu'elles se sentent entendues et reconnues dans leur souffrance et puissent poursuivre un chemin de reconstruction. Monseigneur Blacard redit aussi sa détermination et son engagement à faire toute la lumière sur les faits passés pour que l'Église soit sûre pour les enfants et les familles. Il redit également aux prêtres du diocèse qui font bien leur travail son soutien et sa confiance. J'ajoute que 3 ans de prison, dont 18 mois ferme, ont été requis par le procureur mardi à Saint-Étienne contre Régis Perrard pour agression sexuelle sur mineurs. Ancien aumônier de lycée, il avait été renvoyé de l'état clérical cet été. Cette nuit, en France, les différentes religions se mobilisent pour défendre la liberté religieuse dans le monde. L'invitation de l'aide à l'Église en détresse, la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, la grande synagogue, la cathédrale orthodoxe de la Sainte Trinité et la grande mosquée de Paris se sont parés d'une lumière rouge, la couleur du sang, pour dénoncer l'absence de liberté religieuse dans de nombreux pays. Marc Fromager, président de l'AE2, nous dit en quoi il était important que toutes les religions s'unissent pour la liberté religieuse. On ne peut pas demander la liberté religieuse que pour nous, ça n'aurait pas de sens. Et du coup, notre rapport sur la liberté religieuse traite toutes les religions, quelles qu'elles soient. On étudie 196 pays et on a une fiche sur ce qui se passe un peu partout dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle on a proposé en fait aux autres religions à Paris d'éclairer leurs monuments en rouge aussi, pour bien montrer que en fait c'est une mobilisation générale. Enfin, on aimerait que ce soit une mobilisation générale. Et c'est pourquoi on retrouve cette année Montmartre pour les catholiques. C'est le Mont des Martyrs aussi, donc il y a vraiment un lien avec la liberté religieuse, mais également la cathédrale orthodoxe russe, et également la grande mosquée et la synagogue de la rue Victoire. Et on est très heureux que tous aient accepté d'illuminer en rouge leurs édifices pour la liberté religieuse avec nous ce soir.
Une action quelques heures après la publication du rapport de l'AED sur la liberté religieuse dans le monde. Il a été présenté ce matin dans les salons de l'Assemblée nationale. Et ce qu'on retient, c'est qu'en 2018, la liberté religieuse dans le monde est un droit de plus en plus menacé. Un pays sur 5 ne le respecte pas. Précision avec Inès Houlier et Ophélie Maria. L'AED dénombre au total 21 pays dans lesquels des croyants sont persécutés, les pays en rouge sur la carte, et 17 dans lesquels ils sont victimes de discrimination, les pays orangés. Cet état de fait s'explique en grande partie ici par l'ultranationalisme agressif de certains États, et là par l'expansion territoriale d'un islam fondamentaliste. À noter, une situation moins catastrophique pour les minorités religieuses en Irak et en Syrie grâce au recul des groupes extrémistes dans ces régions. Les deux enseignements principaux, c'est le développement d'une espèce d'ultranationalisme agressif dans certains pays où il y a une instrumentalisation de la religion pour essayer de cimenter un petit peu le pays. C'est quelque chose qu'on peut constater par exemple en Inde ou en Chine. Deuxième élément, c'est malheureusement ce n'est pas nouveau, mais on constate que cela perdure et même se développe, c'est le fondamentalisme islamique, le développement de l'islam radical sur un certain nombre de territoires. Cette année, l'AED a invité Moussa Diabaté à prendre la parole lors de cette conférence de presse. Originaire d'une famille importante de la communauté Touareg du nord du Mali, neveu du chef de file d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, il a plus jeune dirigé les prières à la mosquée et prêché la guerre sainte. En 1996, bouleversé par un ami devenu chrétien et qu'il pensait devoir tuer, il se convertit à son tour. Sa famille le torture alors et le menace de mort. Aujourd'hui, je porte sur mon corps la persécution. Du persécuteur, je suis devenu persécuté. Par ma propre famille, ils m'ont attaché. Ils allaient me décapiter le vendredi. On attendait le vendredi pour me décapiter. Et un de mes cousins est venu, il m'a détaché. Et quand il m'a détaché, je fuis. J'ai perdu mon nom. J'ai changé mon nom. Maintenant, je m'appelle Moussa. Ok, je suis né le 1er janvier, le 15 juillet. Aujourd'hui, dans mon passeport, c'est le 1er janvier. J'ai tout changé pour que je puisse vivre. Aujourd'hui, il est exilé au Brésil et lutte pour la liberté religieuse. À l'issue de son rapport, l'AED rappelle que cette liberté religieuse constitue un élément fondamental pour un état de droit et pour une paix durable. En Afrique, les évêques de la République démocratique du Congo ont clôturé aujourd'hui leur assemblée plénière extraordinaire. Ils étaient réunis depuis mardi à Kinshasa pour évaluer le processus électoral en cours dans le pays. La campagne des élections présidentielles prévue le 23 décembre va être lancée demain. Les évêques congolais sont là pour aider à une organisation crédible, ont-ils précisé. Ils invitent chaque acteur politique à assumer ses responsabilités et ont fait savoir leur proximité avec le peuple congolais. Un message sera rendu public demain. Et nous poursuivons en Belgique. L'Église a publié hier son tout premier rapport annuel, un document avec tout d'abord des statistiques. On y apprend notamment que 53% des Belges se disent catholiques et 9% sont pratiquants. Autre chiffre, en 2016, près de 51 000 baptêmes, plus de 41 000 confirmations et un peu plus de 7 800 mariages ont été célébrés. Né d'une volonté de transparence des évêques de Belgique, ce rapport a été préparé pendant près de 2 ans par un comité de pilotage. Mais au-delà des chiffres, il veut montrer la vie d'une église et son implication dans la société. On écoute Christophe Herings. Ce rapport a été voulu par la Conférence des évêques de Belgique, un peu sur le modèle de ce qui se fait dans d'autres pays, comme l'Allemagne ou l'Espagne. Et en fait, les évêques se sont rendus compte que beaucoup de personnes, y compris des catholiques, ne savent pas toujours exactement ce que fait l'Église. Évidemment, l'Église catholique est un des cultes reconnus en Belgique. Donc on sait que les catholiques célèbrent l'Eucharistie, on sait que beaucoup d'enfants suivent des cours de catéchisme, mais finalement, on sait peu de choses sur les projets que beaucoup d'associations catholiques mènent en Belgique, en fait, au profit de la société. Et c'est ça vraiment que ce rapport voulait mettre en valeur, les personnes, notamment des bénévoles, qui se mettent au service de la société, mais vraiment en tant que catholiques. Toujours en Belgique, les membres du comité œcuménique de Lille, des représentants des églises chrétiennes du nord de la France, sont allés hier découvrir à Bruxelles le travail des églises auprès de la Commission européenne. Emmanuel Favreau les a accompagnés pour mieux comprendre comment les églises chrétiennes agissent aujourd'hui auprès des institutions européennes. Selon l'article 17 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les églises. C'est ainsi que la Comessé représente l'Église catholique auprès des institutions européennes. Ici, nous ne sommes pas là pour dicter des choix politiques, mais pour être
la courroie de transmission entre le terrain, c'est-à-dire vous, des citoyens qui expriment une conviction chrétienne forte et une conviction qui n'est pas une opinion, qui est une religion, c'est-à-dire qui relie les différents aspects de la vie avec les 3 piliers de l'Union, c'est-à-dire le Parlement, la Commission et le Conseil. De son côté, la CEC réunit 114 églises protestantes, orthodoxes et anglicanes pour accompagner la politique de l'Union européenne. Et côté orthodoxe, c'est la CROCEU qui permet un dialogue auprès de l'Europe. On oublie parfois que les orthodoxes font aussi partie de l'Union européenne. Ce n'est pas seulement les pays comme la Grèce, la Chypre, Roumanie, Bulgarie, qui sont des pays traditionnels orthodoxes, mais aussi tous les gens qui habitent dans des différents pays comme en France. Alors c'est très important de pouvoir unir la voix orthodoxe auprès des institutions, essayer d'informer pour que les institutions se rendent aussi compte de cette réalité et des sensibilités et les problèmes qui existent vis-à-vis de l'Union européenne. La révolution du service peut changer le monde et vaincre les grandes puissances de ce monde. C'est le message du pape François adressé hier aux jeunes du monde entier, 2 mois avant les JMJ de Panama. Dans une vidéo, il invite la jeunesse à sortir d'elle-même pour se mettre au service des autres. Le programme du pape au Panama du 22 au 29 janvier prochain a d'ailleurs été dévoilé mardi. La cérémonie d'accueil et d'ouverture des JMJ sera célébrée le 24 janvier au Campo Santa Maria, la Antigua. Le pape participera notamment à une grande veillée avec les jeunes le samedi au Campo Saint-Jean-Paul II. Et certains de ces jeunes sont déjà en route pour le Panama en bateau. On les avait suivis lors de leur départ. Les équipiers français du groupe Cap-Vert-Panama font actuellement une escale au Cap-Vert. Ces JMJistes voileux s'apprêtent donc à traverser la face nord de l'océan Atlantique. Une grande aventure que ces jeunes veulent inscrire dans le sillage de Saint Paul, l'apôtre des nations qui brava maintes tempêtes pour témoigner de sa foi. Et on poursuit avec la chronique du père de Buckler. L'Europe doit protéger le peuple de la colère. On l'écoute. Il y a des semaines comme ça où des événements apparemment déconnectés dans l'actualité forment les éléments qui écrivent l'histoire. Cette semaine, le président de la République française a rendu une visite d'État au Royaume de Belgique. Il y a retrouvé entre autres son collègue, le Premier ministre Charles Michel. Il est notoire que les 2 hommes s'entendent bien parce qu'ils sont de la même génération, mais aussi parce qu'ils sont les avocats d'une relance de l'Union européenne, une union forte, une union qui puisse protéger les peuples dans cette mondialisation. Cette union, eh bien, nous nous trouvons ici derrière le Parlement européen de Bruxelles. Cette union, elle est au cœur de la vie belge et de la vie bruxelloise en particulier. Cette même semaine, les Gilets jaunes ont fait entendre la colère du peuple tant en France qu'en Belgique. Qui sont-ils? Des hommes et des femmes comme vous et moi. Beaucoup appartiennent à la classe moyenne précarisée. Ces gens qui vont de la gauche extrême à l'ultra-droite, mais ces gens surtout qui se disent vers le 15 ou le 20 du mois « Bon sang, comment vais-je boucler mon budget? Comment est-ce que je vais donner à manger à mes gosses ?» Et ils sont en colère et ils sont insécurisés. Alors c'est paradoxal, tout le monde parle de réchauffement climatique, tout le monde sait que c'est un enjeu essentiel, vital, et en même temps, ils protestent parce que le prix de l'essence est trop cher. Pourquoi? Parce que quand on est précarisé, les grands enjeux nous dépassent. Ce qui compte, c'est comment vais-je survivre demain? La colère des peuples, elle est dangereuse. Elle a causé au XXe siècle 2 grandes guerres mondiales. Et je rappelle que personne d'autre que le grand Winston Churchill, sur les ruines d'une Europe fumante en 1946, à Zurich, a été le premier à parler d'une union entre Paris et Berlin, formant une communauté des peuples avec d'autres pays. L'Union européenne était un projet de paix et de civilisation. Cette Union européenne dont parle le président Macron et le Premier ministre Charles Michel, eh bien, il s'agit de la relancer. Les pères de l'Europe l'ont voulu un projet de civilisation, qu'elle puisse encore l'être, comme le dit notre pape François, qu'elle ne soit pas une grand-mère fatiguée, mais qu'elle soit jeune pour protéger les peuples de la colère. Merci Père. Tout de suite, c'est la revue de presse. Et on commence avec Réforme et un dossier sur les violences faites aux femmes, mais aussi 2 pages sur les petites phrases en politique, Frédéric Latier. Bonsoir à tous. Oui, Claire Bernaoul a conçu une double page sur ce que l'on appelle les petites phrases en politique. Et
On voit d'une part que les petites phrases ont une origine, c'est la parole historique, Veni Vidi Vici de Jules César ou Que do de Marc Mahon, mais aujourd'hui, hélas, elles servent à dégrader le commentaire et l'action politique. Et je crois que Claire Bernol a bien montré qu'il fallait se garder de ce type de dérive. Merci Frédéric. L'écrivain Alexandre Solzhenitsyn, mort en 2008 en une de famille chrétienne, Antoine Pasquier. Bonsoir. Effectivement, on consacre notre dossier à ce grand écrivain russe qui est décédé il y a 100 ans, qui est né il y a 100 ans, en 1918, il ne faut pas que je me trompe, et qui, lui, est vraiment l'exemple de la dissidence contre le régime communiste, l'exemple de la résistance. Et lui, il n'était pas sur des petites phrases, il était sur des grands discours, des grands chefs-d'œuvre. Il a reçu le prix Nobel. Et donc, on essaye de savoir quel est aujourd'hui son héritage et qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ce qu'il nous a dit. Merci Antoine. Les gilets jaunes en couverture de la vie. On voit les plus aisés contre les plus inquiets, les émergents contre les déclinants, souligne Jean-Pierre Noni dans son éditorial. Et comme réponse, il suggère 2 lectures, les mémoires de Michelle Obama et le dernier essai du général Pierre de Villiers. Les 2 incitent à ne pas désespérer. Ils ont une grande confiance dans la jeunesse, une volonté personnelle orientée vers le bien commun, une certaine hauteur de vue. France catholique revient sur la campagne d'alerte de mobilisation sur les impacts de la PMA lancée par Alliance Vita. Le 15 novembre, des manifestations ont eu lieu dans 70 villes de France et dans 17 d'entre elles, des insultes et des violences ont été proférées contre les anti-PMA. Le délégué général d'Alliance Vita revient sur ces événements dans une interview. Pellegrin s'intéresse aux prisons et aux détenus cette semaine en partant de ce constat. 63% des sortants de prison dont la peine n'a pas été aménagée sont recondamnés. Alors comment lutter contre la récidive ? Pellegrin est allé à la rencontre d'associations qui œuvrent pour l'encadrement des détenus à leur sortie. Voilà pour la revue de presse et maintenant c'est le dossier. Le Salon des maires de France s'est terminé aujourd'hui à Paris. Baisse des dotations, diminution des contrats aidés, suppression de la taxe d'habitation, réforme territoriale. De nombreux maires de communes, et notamment les plus pauvres, ont fait part de leur ras-le-bol. Une colère que le président Emmanuel Macron dit avoir entendue. Frédéric, Antoine, ravi de vous retrouver. Alors, est-ce que pour vous, les maires, ils ont raison d'être en colère ? Mais il y a toujours des raisons d'être en colère et on a rarement observé que des élus se rassemblent pour dire que tout va bien. Premier élément. Donc la colère est un effet de source lié au rassemblement d'un certain nombre de gens. Deuxième élément, les baisses de dotation résultent de la nécessité pour l'État de réduire le déficit public et bien entendu tout le monde est appelé à fournir des efforts. Sauf que, évidemment, les communes contribuent non seulement à faire fonctionner ce qu'on appelle le vivre ensemble, mais créer des emplois, créer de l'activité. Autrement dit, ce maillage communal est essentiel à la société française. Alors là, il y a une certaine urgence et bien sûr, cette colère peut plus ou moins recouper la colère des gens qui manifestent depuis quelques jours et qu'on appelle les gilets jaunes. Voilà, on y reviendra certainement tout à l'heure. Antoine, sur cette colère des maires. Je dirais qu'elle n'est pas nouvelle. Ce n'est pas la première fois, effectivement, que les maires sont en colère, que les élus, les petits élus locaux sont en colère. Il semble que cette colère soit peut-être plus forte qu'auparavant. Il faut rappeler, vous parliez des questions financières, de dotation, mais le mandat de maire est un mandat très exigeant, puisque le maire est un élu très populaire, on le sait, c'est l'une des élections qui est la plus plébiscitée par les Français. Mais le maire, c'est aussi, j'allais dire, l'homme tampon. Dès qu'on a un problème dans sa commune, alors en général peut-être plutôt les petites ou les moyennes communes, on va s'adresser à son maire. On a un problème avec son voisin, évidemment, mais on a un problème de chômage, ou je ne sais quoi, on va d'abord s'adresser à lui. Et le maire est un petit peu cette éponge qui essaye de répondre à ses administrés. Et je crois qu'il y a vraiment une difficulté chez eux à pouvoir assumer dans la durée, le mandat est assez long, ce que viennent leur demander les administrés. Et le Sénat a fait une enquête sur les raisons de la crise des vocations des maires. Et il est intéressant de regarder que le top 4, si on peut dire, des difficultés, c'est d'abord le problème de conciliation avec la vie professionnelle et personnelle des maires, puisqu'ils ont quand même une activité souvent professionnelle et personnelle. Et ensuite, ils mettent en avant risque juridique et pénal.
et la lourdeur des responsabilités. Donc on voit bien que la première difficulté des maires, elle est d'abord personnelle, et elle est ensuite sur la lourdeur de la responsabilité avant qu'elle soit financière. La décentralisation opérée en France depuis presque 40 ans s'est faite évidemment d'une manière très positive car elle a donné l'autonomie de décision. Mais maintenant, on voit bien que les dotations ayant diminué, eh bien, la charge qui pèse sur les élus locaux ne cesse de s'accroître. Et ça, c'est une des raisons aussi d'une crise de confiance. Parce que, vous l'avez dit, les maires sont populaires. Il y a un lien de confiance entre les maires et leurs électeurs. Sauf que, évidemment, quand les questions de sous s'en mêlent, eh bien, la confiance décline. Vous parlez d'un lien de confiance. Est-ce que ce lien, il est rompu avec les plus hautes sphères de l'État, Antoine ? Je pense que ça fait déjà quelques années que le lien est rompu, puisque on se souvient de la disparition des services publics qui ne datent pas d'aujourd'hui. Hein. La poste qui ferme, les impôts, les gendarmeries qui sont regroupées dans le chef-lieu de canton et les petites communes sont un petit peu délaissées. Donc ça, les maires ont déjà un grief vis-à-vis de l'État depuis longtemps. Mais effectivement, ces questions financières, la suppression de la taxe d'habitation, la baisse des dotations, entraînent d'autres difficultés, des problèmes de programmation des budgets. Les maires sont souvent, quand ils font leur budget, ils ont du mal à savoir de quel argent ils vont pouvoir toucher de la part de l'État. Et donc, ils ont du mal à se projeter. Et donc, ils sont à court terme. Et je crains que cette confiance avec l'État ne s'altère encore dans les années à venir. L'expression chômage de masse me paraît la plus parlante pour expliquer la crise de confiance. Pardonnez-moi d'évoquer un homme politique, un responsable politique protestant, mais Lionel Jospin, entre 1997 et 2000, on sait qu'à partir de 2000, ça s'est gâté, a su créer un climat de confiance, disait-on. C'est vrai, mais en fait, il a permis et il a accompagné la baisse du chômage, des créations d'emplois, et c'est ce qui expliquait que nos concitoyens lui accordaient leur confiance, au-delà même de l'image de probité que nul ne lui a jamais contestée. Donc, je crois que la crise de confiance, elle est liée au chômage de masse. Et tant que les présidents de la République, qu'un président de la République et qu'un gouvernement ne parviendront pas à réduire de manière substantielle le chômage de masse, en même temps qu'ils créeront quand même les conditions d'une vie normale. Il ne s'agit pas que les gens dorment dans leur voiture tout en travaillant, mais tant que ils ne parviendront pas à atteindre cet objectif, existera dans le pays un sentiment de défiance. Aujourd'hui, il faut craindre justement que la tension ne gagne pas. Et là, pour le coup, il ne s'agit pas seulement d'entendre, il faut aussi écouter. Écoutez, les Gilets jaunes aussi, vous faites ce lien, Antoine, avec la colère des maires. Vous vouliez réagir d'abord aux propos de Frédéric ? Oui, peut-être effectivement sur la question du chômage. Quand on écoute les maires, ils se plaignent d'une chose principale, c'est de faire un petit peu d'assistanat social. Alors, ils le font volontiers, parce que c'est aussi dans leur mission, mais ils trouvent que l'État ne joue plus sa mission de ce point de vue-là, et dès qu'il y a un problème de pauvreté, ou des familles qui n'arrivent plus à payer la cantine, ou je le disais tout à l'heure, un administré qui tombe au chômage, et c'est encore une fois le maire qui va devoir essayer de trouver un travail, qui va devoir essayer d'aider la famille, et ils ont l'impression que l'État n'est plus là pour proposer des solutions, et qu'ils sont un petit peu les seuls au front. C'est vrai, mais dans la deuxième ou troisième grande ville de France, où tout de même le maire a des moyens, ces moyens ne sont pas toujours mis au service de l'urgence. Dans ce que vous observez, qu'est-ce que notre pays aurait besoin, selon vous, de retrouver aujourd'hui ? Je disais tout à l'heure Jean-Pierre Denis qui parlait du général Pierre de Villiers, de son essai, de Michelle Obama, voilà, la confiance dans les jeunes, confiance dans l'avenir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je serais plutôt optimiste. Je crois qu'au plan local, partout, les initiatives existent. Et on le voit, nous, dans le monde protestant, et je suis sûr que les catholiques aussi le voient, les gens se mobilisent, ont l'espérance. Il y a vraiment, nous le pensons franchement à Réforme, des raisons d'espérer. Alors après, évidemment, il faut, c'était ça la force de la campagne d'Emmanuel Macron, se mettre en marche, c'est-à-dire prendre l'énergie
l'énergie que l'on a tous, c'est la mettre au service des autres autant qu'à son propre service. Après, je crois qu'il faut lutter contre ce que j'appellerais la démagogie collective. Ne pas croire, il faut cesser de croire que la baguette magique, que les choses vont nous venir d'en haut. Mais bon. Troisième élément, et après j'aurai terminé, je crois quand même que chacun étant à sa responsabilité, à sa place, je veux dire, et exerçant sa responsabilité, il faut écouter ce que l'on a dit, ce que l'on a promis, et le président de la République dit qu'il entend. Il va donc falloir peut-être qu'il se réécoute, qu'il revoie les grandes séquences de sa campagne électorale et qu'il équilibre un peu le fameux « en même temps ». Antoine. Je crois que vous citiez le président Emmanuel Macron et son mouvement En Marche. Une des critiques qui est adressée à ce mouvement, justement, c'est d'être un mouvement. C'est d'être tout le temps en train de marcher sans toujours savoir vers quel objectif il va. Si on prend l'essai de François-Xavier Bellamy, qui s'appelle Demeure, et qui critique justement, excellent livre, qui critique justement le mouvement perpétuel, il dit le mouvement c'est bien si on sait où on va. Tout à fait. Et je pense que les élus locaux et les maires, et peut-être d'autres personnalités politiques, et même des Français, on parlait des Gilets jaunes, ne savent pas toujours où on veut les emmener. Et je pense que là, il faut vraiment travailler ce point-là. Et vous parliez du général Pierre de Villiers, qui a également écrit un ouvrage, Qu'est-ce qu'un chef ? Lui, il dit qu'il faut retrouver la confiance. Et retrouver la confiance, ça passe par une parole qui est donnée, une parole qui est respectée et une parole qui est tenue. Le problème aujourd'hui de beaucoup peut-être de personnel politique, c'est de dire une parole et de ne pas s'y tenir. Et là, la confiance se brise avec les citoyens, avec les administrés. Et là, il faut faire, je pense, très attention à ça. Merci beaucoup Antoine, merci beaucoup Frédéric d'avoir partagé vos points de vue. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez aussi avec le hashtag à la source. On se retrouve demain soir à 20h40 pour l'émission Hors les murs pour revivre la journée mondiale des pauvres et bien sûr mardi prochain pour À la source. Excellente soirée sur KTO.